Bonsoir et merci de nous retrouver sur le plateau de Je suis venu vous dire. Ce soir, j'accueillerai l'ancien Premier ministre Michel Rocard. Il fera le bilan du mitterrandisme et nous dira comment il voit son avenir au sein de la gauche. Ensuite, je recevrai un chanteur de rock peu ordinaire, François Hadji Lazaro, du groupe des Garçons Bouchers. Mais tout de suite, place à Michel Rocard. Michel Rocard, bonsoir. Bonsoir. Alors, Jacques Chirac a dit qu'il était le président de tous les Français. Est-ce que vous lui faites confiance ? Je ferai une certaine confiance à l'homme, il a de la générosité et de la simplicité, mais je ne fais pas confiance à sa politique, qui me paraît dangereuse, au nom même de ce que lui-même a dit. Oui. Prenons deux exemples simplement, le logement, une urgence nationale, et le chômage. Dans les deux cas, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit l'important, c'est la croissance, c'est le marché, il faut accompagner fiscalement les entreprises pour qu'elles en profitent mieux, et pas plus. Pour le logement, il dit qu'il faut faire de l'accession à la propriété du logement libre et puis des logements d'insertion, et il oublie toute la tranche du logement social, c'est évident. Pour le chômage, il ne compte pas faire plus que d'inciter un peu à la croissance. Or, tout le monde sait, ça a déjà été démontré, que ça ne suffit pas. Donc vous ne lui faites pas une grande confiance alors? Je ne fais pas confiance à la politique qu'il annonce. Oui. Ben justement, on va le retrouver, c'était le soir de son élection, c'était dimanche, on regarde. Comme vous, je veux un État vigoureux, impartial, exigeant pour lui-même et soucieux de la bonne utilisation des deniers publics. Un État qui n'isole pas ceux qui gouvernent du peuple qui les a choisis. Notre bataille principale a un nom, la lutte contre le chômage. Les remèdes classiques ont fait long feu. Il faut une nouvelle approche, de nouvelles méthodes. Michel Rocard, vous pensez qu'il y aura vraiment l'État RPR ou bien ce sera l'État de tous les Français? Écoutez, il vient d'être élu, il dit « je serai le président de tous les Français » et il dit superbement « il nous faut un État impartial ». Acceptons-en l'augure, on ne va pas commencer à polémiquer aujourd'hui, il mérite un peu de confiance. Mais, simplement, si on se souvient comment il a gouverné de 86 à 88, l'État impartial, même Raymond Barre constatait qu'on en était fort loin. Donc c'est un engagement redoutable. Mais quelle est la mesure qui vous prouverait que Jacques Chirac est bien le président de tous les Français? Les nominations de fonctionnaires, tout simplement. Ah, tout simplement, ça mais c'est très clair. Souvenez-vous simplement qu'en 2 ans, M. Balladur a fait muter et changer entre 1 fois et 3/4 et 2 fois plus de fonctionnaires que je ne l'avais fait moi. Oui. Donc vous aurez un œil très vif sur le choix de ces fonctionnaires. Mais je ne serai pas seul, ça se voit quand un parti unique commande tout. La coalition de droite à domination RPR, elle a déjà 80% de l'Assemblée, 75% du Sénat, 20 régions sur 22, 75 départements sur 100, 60% des grandes villes et la quasi-totalité des communes rurales. Ça pose un vrai problème. Plus le pouvoir économique. La démocratie suppose un équilibre des pouvoirs et c'est la première fois depuis si longtemps qu'il n'y a plus du tout d'équilibre. Mais que faire? Les pouvoirs sont d'un seul côté. Pour le moment, être vigilant, dénoncer ce qui ne serait pas correct. Est-ce que vous lui demandez la dissolution de la Chambre? C'est lui que ça regarde. Il a une chambre à ses ordres maintenant. Il n'y a probablement pas intérêt. Mais c'est vrai, comme dans une chambre où il y a 10% de force de gauche contre 47% dans le pays, la chambre n'a qu'une demi-légitimité. C'est bien le moins qu'on peut dire. Parce que, Michel Rocard, compte tenu de ce nouvel équilibre gauche-droite, peut-être que ce serait une bonne solution de dissoudre l'Assemblée pour la démocratie, pour le respect de la démocratie. Mais certainement. Simplement, la décision n'est pas dans mes mains, mais dans les siennes. Mais vous n'osez pas lui demander quand même à Jacques Chirac. Ce soir, vous n'osez pas le dire. Il faut exiger ce qui paraît rigoureusement incontestable. Je crois que les Français sont soucieux de lutter contre le chômage, d'avoir de meilleurs logements, d'une insertion qui se fasse mieux, de plus de sécurité, d'un avenir plus garanti pour leurs enfants. Tout ce qui est institutionnel et ce qui vise comment marche la maison est d'importance parfois très grande techniquement, mais secondaire aux yeux de l'opinion. Que Chirac fasse ses priorités et nous jugerons sur pièce. Michel Rocard. Je ne vais pas me substituer à lui. Lionel Jospin proposait un scrutin mixte législatif et municipal. Nous le vous dites la même chose, Oui, tout à fait. Je suis même un peu co-auteur d'une des propositions écrites de ce scrutin mixte, qui est une proposition qui a été faite au début de l'année 1992.
L'idée était qu'une soixantaine, 10% des députés soient élus à la proportionnelle de manière à ce que les courants qui ne sont pas majoritaires aient tout de même la possibilité de faire entendre leur voix. Ça vise les écologistes, ça vise éventuellement radical, ça vise les centristes, beaucoup, ça vise les communistes et ça vise le Front National. Mais il faut garder un principe majoritaire pour que la France puisse être gouvernée. Nous sommes trop divisés pour nous permettre la proportionnelle intégrale, c'est pas possible. Et il faut aussi préserver un lien personnel entre l'électeur et l'élu. Quand la classe politique fait l'objet de méfiance, qu'elle est même relativement discréditée, il faut au moins que les électeurs connaissent leur élu, sachent pour qui ils ont voté, le voient souvent, et que les circonscriptions soient uninominales. Bon, alors Lionel Jospin a recueilli 47,3% des suffrages. Est-ce que vous auriez pu faire mieux? Ce n'est pas sûr, ce n'est pas sûr. J'aurais pu être le candidat si je n'avais été vaincu aux élections européennes l'année d'avant, mais si j'avais été candidat, mon début aurait été plus conflictuel. Mais Michel... Je n'aurais probablement pas pu donner naissance à cet effet, cette dynamique, cet effet cumulatif. Oui, pourquoi est-ce qu'il y aurait eu une atmosphère plus conflictuelle avec vous? Parce que le passé des socialistes est lourd et que j'ai été impliqué dans beaucoup de batailles. J'ai été Premier ministre après tout, j'ai été un combattant d'une rénovation intellectuelle. Lionel Jospin était en position un peu plus arbitrale, moins conflictuelle, c'est historique. Oui. Quand vous dites ça, on pense aussi à votre prise du pouvoir au sein du PS en avril 93 et à votre élection en 94. C'était fait avec une forte majorité, mais justement sans que j'ai les conditions de pouvoir mettre en cause de mauvais fonctionnements, et notamment le poids excessif des fameux courants qui nous ont paralysés. Mais quand même, vous ne vous dites pas, vous ne vous êtes pas dit dimanche, ce 7 mai 1995, j'aurais pu être président? Je me suis beaucoup dit j'aurais pu être candidat, je me suis battu absolument sans état d'âme, j'ai été un soutien indéfectible, constant et fréquent de Lionel Jospin. Je ne suis pas sûr, vous savez, culturellement, le premier tour l'a bien montré, la France hésite encore à redonner confiance et à des sociétés. Mais on va s'apercevoir assez vite. Mais c'est le seul élément de réponse à votre question. Nous avons fait beaucoup de choses, le RMI, la paix en Nouvelle-Calédonie, la contribution sociale généralisée, c'est-à-dire un votre bilan, de réforme fiscale juste. Il n'y a pas que ça, il y a la 5e semaine de congés payés, il y a tout de même les 39 heures, il y a la retraite à 60 ans, il y a beaucoup de choses. Mais nous n'avons pas réussi sur le chômage et nous n'avons pas été assez vite, assez impitoyables contre 3-4 brebis galeuses égarées dans nos rangs. Au nom de cela, les Français nous ont encore... C'est qui les brebis galeuses? C'est qui, vous pensez à qui? Très bien, je parle de Jean-Michel Bouchon, je parle des gens qui ont été incriminés pour avoir puisé dans les caisses. Ah bon. Les socialistes voulant un partage correct et juste du revenu national se devaient d'être plus intègres encore que les autres. Michel Rocard, vous avez été une fois candidat à l'élection présidentielle, 2 fois candidat à la candidature, et moi je vous propose de revenir sur ces différentes époques. Aujourd'hui, la tâche consiste à se rassembler autour de la solution socialiste, à reconstruire autour d'elle une gauche puissante. Ainsi, nous préparerons efficacement notre avenir. C'est le sens de ma candidature. Ici, à Conflans-Sainte-Honorine, et aujourd'hui, j'ai décidé de proposer aux socialistes d'être leur candidat à la présidence de la République. J'ai longtemps espéré être candidat pour être élu. Une vocation forte brisée soudainement, ça fait mal. Bon, pourquoi dirais-je le contraire? Une vocation forte brisée, ça fait toujours aussi mal? C'est bien normal. Mais vous voyez, il faut regarder le spectacle quand même. Les conditions dans lesquelles la droite a conduit cette élection présidentielle, même si elle l'a gagnée, sont celles d'un affrontement entre 2 ambitions à l'intérieur du même camp, entre 2 hommes qui avaient toujours défendu les mêmes idées. Les socialistes ont donné le spectacle d'une très grande capacité à s'unir et à se battre pour leurs idées derrière celui que l'aventure politique a placé le mieux au moment où ça se passe. Oui. C'est un autre spectacle. Nos visions des choses sont plus collectives. Nous nous battons pour un mieux-être collectif et nous en prenons les moyens. Ça me paraît plus noble. Moi, j'aimerais que vous reveniez sur une chose. Vous avez déclaré la semaine dernière à un magazine de rock, Les Inrecuptibles, « J'ai été à Matignon beaucoup trop Premier ministre et pas assez candidat ». Que vouliez-vous dire? Oh, clairement que j'ai voulu disposer de temps pour faire les choses difficiles. Oui. Il faut du temps pour gouverner.
et que même si les inspirations ou la vision de la société française qu'avait François Mitterrand à la mienne n'était pas tout à fait, était même assez différente, j'ai choisi de ne pas exprimer la mienne pour ne pas mettre de doute dans le fonctionnement du binôme président de la République, Premier ministre. Et par conséquent, j'ai été relativement silencieux et je me suis fait quasi oublier. Au point d'ailleurs qu'un certain nombre des choses que j'ai pu faire ont été peu visibles. Je pense au renouveau du service public, une chose très importante. Je pense à la sécurité routière. 13 000 morts par an avant que j'arrive, 9 000 10 000, un peu moins de 10 000 à la sortie. Je m'en suis occupé pratiquement tous les 6 mois. Ces choses sont peu visibles et peu capitalisables. Oui. Mais quand vous... Et je n'ai pas fait assez de gesticulation, sans doute. Ah, gesticulation, c'est-à-dire se mettre en avant, s'imposer. Voilà, ce qu'on fait avec vous, chère madame. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de penser, François Mitterrand m'a tué 2 fois, le 15 mai 91, en vous virant comme un malpropre du gouvernement, selon votre propre expression, et en vous envoyant en juin 94 le missile Tapie pour vous abattre aux européennes, toujours selon votre propre expression. N'exagérons pas, ne durcissez pas mes expressions, les transformant un peu, elles n'étaient pas tout à fait celles-là. Enfin, vous l'avez quand même déclaré, un missile pour m'abattre aux européennes. Oui, mais il était autodéterminé, Tapie est parti tout seul. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'a pas... Mais Mitterrand aussi était autodéterminé, non? C'est qu'il n'a pas dissuadé. Non, pour être sérieux, il faut tout de même dire les choses un peu différemment. Voilà très longtemps que la gauche française a 2 visages. L'un qui est jacobin, centraliste, étatique, très redistributeur, parfois au mépris de l'économie, et très, comment dire, préfectoral, enfin très hiérarchique et commandé. Et ce visage, on l'a depuis Jules Guesde. Et puis un autre est beaucoup plus décentralisateur, beaucoup plus girondin que jacobin, beaucoup plus mutualiste coopératif, beaucoup plus partisan de la contractualisation des rapports sociaux que du commandement par l'État, et ça c'est toujours S. Et il se trouve, cette deuxième gauche, elle est minoritaire depuis le début du siècle dans notre culture nationale. Oui. Ça remonte peut-être aux Jacobins. Alors, ce qui s'est passé là ne traduit que cette situation. Et au fond, François Mitterrand, il a utilisé un rapport de force qui était en sa faveur. Mais il n'y a pas un moment... C'est bien normal. Oui, ne psychologisons pas et ne faisons pas plus de perception de ces problèmes qu'ils n'en méritent. Mais il n'y a pas un moment quand même où vous avez fait un petit peu peur à François Mitterrand? C'est probable, et ça peut se situer au moment où nous discutions, âprement d'ailleurs, du premier programme, celui pour 1981. Oui. Ce moment se passe en 1978 et 79, et j'essayais de convaincre qu'il ne fallait pas prétendre distribuer trop vite trop de revenus qu'on n'aurait pas produits. Oui, 79, c'était le congrès de Metz, pour les gens qui nous écoutent. Oui. Pas seulement, puisque c'est toute la bataille de la réactualisation du programme commun. Bref, je pensais, moi, qu'on ne règle pas le chômage en nationalisant les entreprises. La suite m'a donné raison. Et nous avons eu là un vrai conflit dans lequel probablement j'ai pu un peu inquiéter François Mitterrand. Alors que ce n'était pas un conflit de pouvoir. Ces personnes ne songeaient à la possibilité de mettre en cause son autorité. Mais en 91, quand vous étiez Premier ministre, votre bilan était positif. C'est aussi ce que j'ai la faiblesse de penser, merci. Vous étiez aussi très haut dans les sondages, très populaire. Vous étiez quasiment en selle pour la prochaine élection. Là, est-ce que Mitterrand ne s'est pas dit, Michel Rocard, faut peut-être un petit peu le freiner, parce qu'il va commencer à me faire de l'ombre? C'est vraisemblable. Non, mais non, personne ne pouvait faire de l'ombre au président de la République dans son 2e mandat. Ah bah vous étiez quand même son grand rival. Non, 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 non. Il a dit lui-même, je souhaite un débat fracassant. Il l'a dit 15 jours après m'avoir demandé ma démission. Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que pour préparer la suite, et notamment les élections législatives, il voulait revenir à l'idée qu'il se fait de la politique en France, qui est beaucoup plus brutale, conflictuelle que celle que je souhaite, même si les désaccords de fond restent vrais. Nous allons voir que nous aurons beaucoup à dire sur une politique conservatrice et que nous la combattrons. Tout est dans le style. Bon, Michel Rocard, on va s'interrompre quelques instants, le temps d'une page de publicité. À tout de suite. Le secret, l'arôme, la magie du café, le gal, le goût retrouvé. Grand Arabica, l'instant suprême. Grand Arabica, de Le Gall, le goût. Alors ça, c'est Briosol de Villédame, puis ça, c'est Attila, ça. Avec ses 80 francs absorbante, Briosol traque la saleté dans tous les coins, et même les moindres recoins.
Et ceci grâce à la texture spéciale de ses franges. Vous n'avez plus qu'à essorer et la saleté passe dans le seau. Et il sèche et absorbe mieux qu'une serpillière. Avec Brio-Sol, tout est propre en un tour de main. Pour le moment. Brio-Sol, le balai qui vous ménage. Oh mon amour, tu verras, tu seras emmené, transporté au sommet extrême. Ford Mondeo, architecture haute protection, airbag Ford, air conditionné et direction assistée de série. Elle réunit la beauté et la force intérieure. Toutes ces qualités méritaient bien une ovation. Mondeo série Ovation, 99 900 francs. Quel plaisir! Et vous, qu'est-ce que vous préparez pour le dîner? Ah non, ce soir, je suis pas là, hein. Je m'en vais ailleurs. Avec un petit plat tout nouveau. Les nouilles asiatiques de magie. Épices, huile aromatisée. Il y a tout ce qu'il faut. Je laisse cuire 3 minutes. Et le repas est servi. Il n'y a plus qu'à se laisser aller. Je ne suis pas là, mais laissez-moi un message, ça passe vite. Magie, et vos idées ont du génie. Jeudi, dans Ex Libris, les écrivains adressent au nouveau président de la République leurs conseils, leurs espoirs, leurs craintes et une bonne dose d'humour. Ex Libris, présenté par Patrick Poivre d'Arvor, jeudi 23h55 sur TF1. Bon, Michel Rocard, je vous propose de retrouver le président de la République quand vous étiez Premier ministre. C'était à 7 sur 7, le 25 mars 1990. Ce problème entre Michel Rocard et moi, il est dépassé depuis longtemps. Je l'ai réglé en 1981. On ne reviendra pas là-dessus. J'ai réglé ce problème d'une compétition. Nous ne parlons pas de la même chose. Je suis président de la République. Michel Rocard est Premier ministre, qui est déjà fort bien et conforme à ses qualités. Le reste lui appartient, si l'histoire est bienveillante. Oui, alors, moi j'aimerais bien que vous éclaircissiez un peu les propos de François Mitterrand. Il me semble pourtant parfaitement clair. Mais quand il dit... Non, mais nous, on ne comprend pas. Quand il dit... Moi, j'ai réglé le problème de compétition en 81 entre Rocard et moi. Ah oui, carrément. Ah, carrément. Ah, c'est ce qu'il veut dire. Mais tout à fait. Ah, il manque pas de culot, en mais fait. Ça suffit. Mais c'est pas du culot, c'est un constat historique. Ouais. J'ai été battu, ça arrive. J'ai eu des victoires dans ma vie, beaucoup. J'ai eu aussi des défaites, celle-là. Mais quand même, il est quand même très sec. Hein. Je trouve qu'il manque un peu de chaleur à votre égard en disant mais le poste de Premier ministre est conforme à ses qualités. Si l'histoire lui est bienveillante. Excusez-moi, mais c'est déjà pas mal. Et je pense en plus avoir servi cette fonction de manière utile à la France et plutôt honorable. Je suis assez fier de mon bilan de Premier ministre. Mais en plus, c'est vrai que c'est considérable. On ne gouverne pas la France tout seul. Et lui-même le sait. Nous avons eu des relations de complémentarité, des relations de loyauté réciproque. À quel moment, temps. Les vraies relations de confiance, à quel moment vous avez senti que le président se rapprochait de vous et puis vous de lui? Jamais vraiment. J'ai pensé être capable de contribuer à une relation de confiance dans les 4-5 premiers mois de mon mandat à Matignon. Oui, il avait besoin de vous au départ. J'ai senti assez vite que la distance resterait. Mais pourquoi alors? Qu'est-ce qu'à votre avis il ne vous a pas pardonné? C'est quoi? C'est le congrès de Metz en 79 quand il y a eu une rupture? C'est beaucoup plus profond que ça. C'est l'idée que je conteste le visage d'une gauche très fracassante. Le mot est de lui, et ce mot est très éclairant. Et d'une gauche trop redistributrice. On a mis longtemps, et je n'y suis pas pour rien, à imposer l'idée que la balance des comptes à l'extérieur, ça comptait, qu'on ne peut pas distribuer du pouvoir d'achat qui serait mangé par l'inflation, qu'avec tout cela, il faut être rigoureux et sérieux. Mais d'ailleurs, souvenez-vous, la mise en œuvre du programme de 81 nous a amené à la tragique année 82, 92 milliards de déficit extérieur, l'inflation à 13% qui ne baissait pas, il a fallu corriger tout. Et comment on a corrigé? Il a fallu que des socialistes bloquent les salaires pendant un trimestre. On n'avait jamais vu ça, c'est terrible. Et on est resté dans cette correction plusieurs années. Je le regrette, ça aurait été plus supportable si nous n'étions pas partis si fort. Donc je pense avoir eu raison. Mais là-dessus, on est en désaccord. Michel Rocard, en 81,
l'élection présidentielle. Mitterrand, il ne peut pas s'empêcher de vous envoyer, de vous mettre dans un placard en vous nommant ministre au plan. Ça, franchement, vous méritiez mieux. Est-ce que là, vous avez senti la fêlure, c'est-à-dire cette distance comme ça qui vous sépare, cette froideur? Pour vous répondre loyalement, je dois dire que compte tenu de la défaite que j'avais enregistrée dans le parti au congrès de Metz que vous avez rappelé, je n'étais même pas sûr qu'il me fasse entrer dans le gouvernement. Ah, carrément? Mais tout à fait. Mais les choses se payent en politique. Ah oui, c'est un tueur. Regardez aujourd'hui. C'est un tueur, François Mitterrand. C'est un homme politique vigoureux. Qui ne fait pas de cadeaux. Nous ne sommes plus à Florence, on ne se tue pas physiquement, c'est déjà l'essentiel. Mais est-ce que vous n'avez pas le sentiment que votre comportement politique s'est un peu défini par rapport à François Mitterrand? Tour à tour, rébellion et soumission. Et parce qu'il est vrai qu'en 80, vous annoncez votre candidature à l'élection présidentielle, donc là vous vous rebellez. 81, vous devenez ministre, donc vous vous soumettez. 85, vous démissionnez du gouvernement, donc vous vous rebellez. Et puis 88, vous vous soumettez à nouveau puisque vous acceptez d'être son Premier ministre. Alors, on se dit que, en fait, vous n'avez jamais su choisir entre rébellion et soumission. Est-ce que c'est pas là un peu votre problème? Pour y comprendre, pas du tout. C'est beaucoup plus... Enfin, c'est très différent de cela. Pour y comprendre quelque chose, il faut se souvenir qu'on ne gouverne pas tout seul et que tout ça ne sont pas que des aventures personnelles. Encore une fois, depuis Jean Jaurès et Jules Guesde, depuis le début du siècle, ou depuis même les Girondins et les Montagnards, il y a deux pensée profonde en France, on peut dire Marx et Proudhon, enfin il y a tout ce que vous voudrez comme image, il y a deux visions de la gauche en France. Et je porte profondément en moi celle qui est un peu libertaire, un peu anti-étatique, beaucoup plus allègrement démocrate et moins hiérarchisée ou commandée. Elle a toujours été minoritaire tout du long. Mais jamais nous n'avons accepté de nous mettre dans des situations où la droite en profite. Résultat, quand on a combat contre l'adversaire, on fait l'union derrière le vainqueur, ce fut souvent lui. Dans les périodes où on en a le loisir, on se bat pour ses idées et vous appelez ça des rébellions. Mais ça n'a rien de personnel. Alors, est-ce que ma seule cohérence a été de défendre une vision constante des choses. Alors, est-ce que vous acceptez que l'on dise que le rocardisme n'existait que dans son face-à-face avec le mitterrandisme? Sûrement pas, puisque vous parliez de combat d'idées. Mais parce que ça commence bien avant que François Mitterrand n'ait rencontré la gauche et le Parti socialiste. Ça commence avec mes débuts à la SFIO sous l'autorité de Guy Mollet pour combattre la guerre d'Algérie. Ça continue avec ce petit parti, le Parti socialiste unifié, le PSU, dans lequel nous avons mené un combat anticolonialiste d'abord vigoureux et un combat de démocratie locale. Nous parlions d'autogestion, le terme est un peu malheureux, mais ce qu'il dit est toujours vrai. Nous parlions d'une société faite d'individus plus responsables de leur destin. J'ai toujours porté ça. Ça s'est retrouvé quand nous avons rencontré François Mitterrand, qu'il est devenu le premier secrétaire du Parti socialiste et que moi je suis revenu chez moi, 3 ans après, en 1974. Mais c'est le même combat. Et il se situe en soi, François Mitterrand étant simplement le commandement d'une gauche que je jugeais moins capable de s'adapter à l'évolution de la société moderne, pour dire les choses comme elles sont. Clairement. Tout à fait. Ouais. Mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas, en fait, quand vous avez été forcé de démissionner de la tête, enfin de votre poste de premier secrétaire, du PS, pourquoi vous n'avez pas saisi l'occasion pour justement vous opposer à Mitterrand, au mitterrandisme? Mais je venais de le faire en gros, et c'est même pour ça que j'ai été battu. Oui, mais pas de façon assez forte, virulente. Vous n'êtes pas mis assez en avant, Michel Rocard. Vous auriez gagné à vous mettre en avant. Madame la journaliste, ne croyez pas que, les exigences du spectaculaire dont les médias ont besoin pour faire du drame, pour faire passer leurs images ou leurs discours, soient celles de la politique. Il m'est souvent arrivé de dire que le métier que je fais a beaucoup de parenté avec l'arboriculture. On ne travaille pas à la tronçonneuse. On plante, on taille éventuellement, on met des engrais, des insecticides, on aide à une floraison. C'est pas la peine de tirer sur un petit cèdre que vous avez planté pour qu'il pousse plus vite, il grandira à son rythme, mais vous n'y pouvez rien. Le fait de cultiver une société comme on cultive un champ ou un verger se fait doucement et avec de la progressivité. Mais ça, c'est peut-être votre vision un peu trop idéaliste qui vous a quelquefois un peu perdu. Je n'en suis pas sûr. J'ai au contraire la conviction que si j'avais durci le propos, j'aurais découragé
beaucoup de mes propres amis politiques et de mes propres militants qui auraient trouvé le propos démesuré, scandaleux ou... Parce que, Michel Rocard... Et encore une fois, notre problème, c'est plutôt le combat contre la droite, je vous signale. Quand on a des disputes intellectuelles à gauche, c'est du combat en famille. Il faut toujours la pédale douce pour rappeler que notre cause nous est commune. Absolument. Bon. Mais quand même, en politique, il existe cette vision du tragique. Peut-être que François Mitterrand, lui, l'a eu et a pu s'en servir pour mener à bien sa carrière. Alors que vous, en fait, vous n'avez pas cette vision du tragique. Parce que vous tournez les choses un petit peu de façon positive, vous avez un côté très naïf, peut-être. J'ai, au sujet de la Bosnie, de l'Algérie, de l'Afrique, des lendemains de feu l'Union soviétique, une vision parfaitement tragique. Et je ne peux pas vous laisser dire que je n'ai pas cette vision du tragique. Non, mais concernant votre vie à vous, votre analyse politique. Mon pays, surtout, je pense que la volonté d'incorporer à tout ça une dimension tragique ne fait pas de bien à la démocratie. La démocratie, ça consiste à être capable de s'écouter sans s'insulter, de s'écouter au point de capter ce qu'il y a de bon chez l'autre pour en faire une réflexion globale et pour faire avancer la société qui ne bouge que petit à petit. Tous les projets de fracas historiques, le nazisme, le communisme et même les excès réganiens qui ont fait beaucoup de dégâts sociaux aux États-Unis, tout ça, c'est des volontés politiques plaquées sur des sociétés à grand risque pour leur stabilité. On avance plus pas à pas que ça. Je suis un peu un laboureur et un arboriculteur, je vous le répète. Je n'aime pas le fracas, mais je crois qu'il est mauvais pour la dignité de la démocratie. Oui, alors c'est bizarre, parce que vous, justement, vous parlez beaucoup de la démocratie, et quand vous parlez de François Mitterrand, vous parlez plus en termes politiques. On a le sentiment que Mitterrand a plus une vision politique, et vous, Michel Rocard, une vision de la démocratie. Mais ça ne s'oppose pas. Je pense que la vraie démocratie, c'est l'âge adulte de la politique. Et qu'il y a un romantisme juvénile dans le fait d'aimer s'insulter ou partir sur de grandes et fougueuses tirades. Mais je pense que le pas à pas de la démocratie, c'est la seule chose qui donne des certitudes aujourd'hui. Pourquoi est-ce que Lionel Jospin a fait une telle progression entre le premier et le second tour? Parce que le caractère raisonnable, sérieux, concret et immédiatement réalisable de son programme a convaincu par rapport aux habitudes de discours des socialistes jusque-là. Oui. Alors, est-ce que vous trouvez que la dérive monarchique a été plus forte sous Mitterrand que sous Valéry Giscard d'Estaing? Ou même sous De Gaulle? Non, nous sommes dans la même continuité, je ne dirais pas ça. Mais simplement, nous avons besoin d'un rafraîchissement de notre démocratie républicaine. Et vous répondez-moi de façon enfin, très sincère. Vous avez le sentiment que vous ai-je donné jusqu'à présent l'impression de ne pas être ça. Mais moi, je suis étonnée, voire épatée, parce que vous n'avez jamais été aussi... parce que c'est vrai qu'on vous a on vous a toujours un peu reproché parfois d'être un petit peu langue de bois, Pas beaucoup. Je suis quand même un homme qui a lâché d'être très complexe dans quelques mares. On n'a pas toujours le sentiment de bien vous suivre. Et puis là, ce soir, on se dit, c'est plus clair. Et je crois parfois que quand on simplifie, on caricature et on ne fait pas avancer les choses. Ça m'arrive aussi. Bon, alors, est-ce que pour vous, le bilan du mitterrandisme est un bilan globalement positif ou négatif? Je n'aime pas ces expressions. Il y a du pour et du contre. L'immense pour, c'est la contribution à la construction européenne. Oui. Et c'est aussi toute la politique sociale. Regardez les armes dont nous disposons pour combattre le chômage en ce moment. C'est premièrement le RMI. C'est une invention socialiste, c'est même mon gouvernement. On vous la doit, oui. C'est deuxièmement le début de meilleure justice sociale que nous avons avec la contribution sociale généralisée. C'est aussi une affaire socialiste. C'est troisièmement tous les contrats d'aide à l'emploi. Et notamment le contrat de retour à l'emploi que M. Chirac réinvente en le dotant un peu plus richement, mais c'est la même chose, qu'il appelle contrat d'initiative emploi. C'est le contrat de retour à l'emploi, un tout petit peu allongé dans le temps. Bon. Alors ça, c'est le plus. Mieux payé. Ça, c'est le plus. Et pour le côté le moins, qu'est-ce qu'il y a d'inacceptable dans le mitterrandisme? Je ne dirais pas inacceptable, on fait le bilan. Vous tenez absolument à me faire dire du mal de François Mitterrand, ça amuserait tout le monde. Je n'en ai pas envie. Ah, vous en avez dit un petit peu hein, dans ce magazine de rock. Hein. Non, pas du mal. J'essaye justement de trouver les mots neutres qui décrivent une compétition d'idées différentes. Et il n'y a rien qui ne manque de noblesse là-dedans. Ou de remettre les pendules à l'heure. De faire comprendre quelle est la raison par rapport à d'autres qu'on a rencontrés sur la route de mon propre combat.
C'est ça mon problème. Et je vais dire une phrase qui est une réponse partielle à votre question, mais qui ne met pas en cause que François Mitterrand. Nous tous, socialistes, à des degrés divers, sommes responsables de n'avoir pas assez vite puni et sorti de nos rangs les brebis galeuses qui ont compromis notre image et l'ont déshonoré. Ça, c'est grave. Mais quand même, ce soir, vous ne pouvez pas dire que le socialisme n'a fait que des choses positives. Il y a aussi des choses négatives. Alors, est-ce que ce soir, vous êtes capable, avec un certain recul... La principale, c'est le manque de combativité dans le combat contre le chômage. Mais pour ce faire, il nous aurait fallu une vision plus commune qu'elle ne l'était du pilotage économique et financier et monétaire de la société. Et nous ne l'avons pas eu à cause, en effet, des débats de 79-80 quand on préparait et de ce qu'ils ont laissé derrière eux. En 88, pourquoi est-ce que François Mitterrand avait refusé l'ouverture à droite que vous lui proposiez avec les centristes? Elle était dans la logique de la France unie, cette ouverture, et c'est lui qui avait décidé, j'étais tout à fait d'accord avec ça, mais il n'y avait pas eu de désaccord entre nous, d'avoir un gouvernement où les socialistes n'auraient que la moitié des fonctions, et que l'autre moitié viendrait d'ailleurs. C'était le signe qu'il avait doublé ses voix entre le premier tour et le second tour, et qu'il fallait que tout cela se traduise. Mais il a pris une décision qu'en effet j'ai désapprouvée, c'était de chercher à ne traduire cette ouverture que par l'acceptation de ralliements individuels d'hommes ou de femmes venus de rang de la société civile ou des centristes. Qui, par exemple? Oh, il y a eu Jean-Pierre Soisson, il y a eu Jacques Pelletier, il y en a eu beaucoup. Enfin, Durieux, etc. Durieux aussi, de cette aile politique. Et puis alors pour la société civile, Roger Fauroux était un des plus visibles, Alain Decaux était plus nettement socialisant. Mais il a refusé toute négociation avec une organisation collective constituée, en l'espèce les centristes. C'était une erreur, ça? À mon avis, oui, mais c'est ça qui a conduit à la fermeture de l'ouverture, si j'ose dire, à laquelle il a procédé le 14 juillet. Et cette négociation, vous l'aviez déjà un petit peu entamée, Mitterrand vous a dit non? Non, je n'en avais pas le pouvoir. Elle passait par lui. Oui. D'abord, juste avant l'élection, sa réélection, c'est-à-dire l'élection présidentielle, on ne savait pas qui serait Premier ministre, personne n'avait qualité autre que lui-même, ou ses proches collaborateurs expressément mandatés, et juste après, il a pris les rênes du pilotage. Oui. C'était difficile, hein, quand même, d'être son Premier ministre. Hein. Ça, vous deviez... Ce n'était pas simple, mais ce n'est simple pour personne. Le poste de Premier ministre est un des plus difficiles de la République. Si un Français vous disait, moi, à mon avis, il y a eu un septennat de trop, qu'est-ce que vous pourriez répondre? Est-ce que vous croyez qu'il y a eu un septennat de trop? Non, je ne crois pas. Parce que vous avez été Premier ministre du deuxième, c'est pour ça? Non. Si je ne dis pas ça, c'est à cause de l'acte unique et du traité de Maastricht, traité mauvais mais qu'il fallait bien faire. C'est à cause du RMI. C'est à cause de la Nouvelle-Calédonie. Dans quel état serait le territoire si Chirac avait gagné en 88? Je vous le demande. Oui. On était en pleine guerre civile. Et 3 jours avant l'élection, 19 morts canaques et 2 gendarmes. Enfin, je veux dire, non, on ne peut pas laisser dire ça. Parce que vous montrez une certaine inquiétude, vous dites, si Chirac avait été au pouvoir, que serait-il advenu? Mais ça vous fait peur pour l'avenir, s'il y avait des conflits qui... La Nouvelle-Calédonie est un bon exemple. Ce qui reste les images droite-gauche, elles sont liées à 2 conflits. Un conflit sur l'école, un conflit sur la propriété des entreprises. Tous les 2 sont pratiquement terminés. Le conflit sur l'école a trouvé son point d'équilibre. Il ne faut pas toucher à la haute priorité dont l'école publique a besoin, puisqu'elle est la seule à intégrer des enfants n'ayant ni la même couleur de peau, ni la même langue maternelle, ni la même religion que la majorité des Français de France, mais qui sont citoyens français pleinement. Ça, c'est la charge de l'école, il ne faut pas y toucher. Sinon, je ne sais pas où va la France. Et le deuxième élément, c'est la propriété des entreprises. On est arrivé aussi à un point de stabilité en sachant que même public, une entreprise ne peut payer ses salariés que si elle vend ses produits et que le fait d'être nationalisé n'arrange rien. Donc on aura de nouvelles références. Et par rapport à ces nouvelles références, qu'est-ce qui reste acquis? Que la gauche est toujours du côté de la construction de nouveaux droits et qu'entre la droite et la gauche, il y a une différence de mentalité que la Nouvelle-Calédonie illustre bien. Quand il y a une crise ou une difficulté, la droite a quand même une première propension à jouer de la force, quitte à discuter parfois, et parfois seulement après. La gauche a toujours une propension à chercher d'abord le dialogue. L'image de la Nouvelle-Calédonie, elle est cruelle, elle est la plus forte de cette différence entre Chirac et moi, pour dire les choses clairement, mais elle est typique de façons de penser qui sont plus profondes. Et comme nous sommes dans un moment de tension sociale relative, on peut espérer que la droite saura corriger ces tendances historiques, mais enfin là, on serait plus sûr si Jospin avait été élu. Donc il n'y a pas eu un septennat de trop? Sûrement pas. Mais il y a eu des imperfections, des ratés, et une issue qui est une défaite.
Ouais. Et vous croyez à un troisième tour social ou non? Je crois qu'il y a actuellement des tensions dans la société française, qu'elles sont compréhensibles, qu'après une longue austérité, les salariés demandent une part un peu plus forte dans le produit national et que l'évolution récente qu'il avait vu baisser le légitime. Et je pense qu'on évitera un troisième tour social que si le gouvernement là-dessus est à l'écoute et sait en tenir compte, ce qui n'est pas une prédisposition immédiate à droite. Bon, Michel Rocard, on va parler un peu de votre avenir, de certaines erreurs que vous avez pu commettre. Là, je vous demande, vous, à l'heure de votre prise du pouvoir au PS, je voudrais qu'on revienne juste un instant sur cette image et votre éviction. Montré du doigt, celui qui est désormais président de cette direction provisoire se défend de tout coup de force. À 23 h, Michel Rocard a gagné. Il est le nouveau patron du Parti socialiste. Le déroulement du comité directeur a montré des blocages et s'est terminé par une manœuvre à laquelle il a bien fallu que je réponde. Battu, tendu et attendu. À cet instant, Michel Rocard n'est plus premier secrétaire. J'ai donc remis mon mandat. La parole va être maintenant aux militants. Et pour ma part, je demeure, je continue à être un combattant de l'espérance. Bon, alors, combattant de l'espérance, donc 93... Ça continue. Ah ben oui, ça oui. 95. Ça, je crois qu'on peut le comprendre. Hein. Avril 93, donc j'informe les téléspectateurs, vous prenez le pouvoir. Et puis juin 94, on vous pousse à la porte. Quelle a été votre plus grande erreur? D'avoir pris le pouvoir au PS ou bien d'avoir conduit une liste aux européennes? Sûrement pas d'avoir conduit la liste aux européennes. Comme j'étais le premier secrétaire, même si je n'avais pas été sur la liste, les résultats étant mauvais, on me les aurait mis sur le dos. Donc le problème, c'est en effet peut-être d'avoir pris la responsabilité du Parti socialiste en sachant qu'il était lent et dur à réformer, alors que le calendrier était pressé. C'est peut-être une erreur, c'est en même temps mon honneur, puisque c'est la confirmation qu'à tout risque, j'ai toujours priorisé l'action collective. Oui. Mais c'est quand même, oui. Enfin, c'est un... Vous vous dites, j'aurais peut-être pas dû agir comme ça. Je me dis, j'aurais peut-être pas dû agir comme ça, mais au moins n'y a-t-il pas là des honneurs. Mais là, l'espoir renaît, puisque avec Lionel Jospin, est-ce que Lionel Jospin... Avec le style de sa candidature et pas seulement avec lui-même. Oui. Mais est-ce qu'il doit devenir, Lionel Jospin, le patron de la gauche? Il l'est implicitement. Mais est-ce à dire qu'il y aura un axe Rocard-Jospin? Parce que vous êtes très proche de... Vous avez bien vu sûr. toute la campagne électorale. Absolument. Et puis au gouvernement, c'était un de vos grands ministres. C'était le numéro 2 du gouvernement et tout le travail qu'on a fait à l'éducation nationale, nous l'avons fait profondément ensemble. Ouais. Et Jacques Delors, qu'est-ce qui vous distingue de Jacques Delors? Pas grand-chose. Non, vous êtes très proche de lui oui, aussi. Oui, tout à fait, tout à fait. Tout ça, c'est une méthode de pensée. On l'appelle social-démocrate en référence à nos amis internationaux. Je dirais au fond nouvelle gauche, quoi. Et alors, on va retrouver, et c'est presque la fin de l'émission, on va retrouver le président de la République, c'était à 1990, sur le Parti socialiste. Écoutez ce qu'il disait, c'était à 7 sur 7. J'ai souvent dit, y compris à la télévision, depuis quelques années, en tout cas depuis 10 ans, j'ai souvent dit que je considérerais que j'aurais réussi à fonder un parti socialiste. Je n'ai pas été le seul dans cette fondation. Le jour où le Parti socialiste pourrait se passer de moi. Alors, le Parti socialiste peut se passer de François Mitterrand. Eh bien, nous commençons en effet cette période. Mais est-ce qu'il peut se passer de Michel Rocard, le Parti socialiste? Il peut se passer de tout le monde, mais il ne peut pas se passer d'idées. Ouais. Et comme vous êtes un homme d'idées... Je pense surtout que les idées de la deuxième gauche qui sont les plus proches de Jaurès aussi d'une certaine façon, nous sommes vraiment dans une tradition, sont celles qui correspondent à l'avenir. Regardez aussi, pendant ces semaines récentes, nos amis travaillistes anglais ont remporté une victoire électorale gigantesque aux élections locales, et nos amis italiens aussi, du Parti démocratique de gauche. Dans les deux cas, c'est sur une ligne identique à celle que Jospin défendait pendant la campagne électorale. C'est très frappant. La remontée de la gauche maintenant exige qu'elle parle concret, modeste, précis. Mais vous avez parlé à plusieurs reprises dans cette interview de Jaurès. Est-ce que vous pouvez comme ça monopoliser Jaurès, vous Je ne prétends pas du tout à le monopoliser, mais je voudrais conseiller qu'on le relise par exemple, et on s'apercevrait d'un certain nombre de concordances. Bon. Ce soir, qu'est-ce que vous aimeriez qu'un jeune retienne de Michel Rocard, puisqu'il y a beaucoup de jeunes qui regardent cette émission? La référence à la société qu'il nous faut construire, où le travail salarié nous occupera beaucoup moins.
et où l'épanouissement de nos vies, nous le ferons à travers nos activités sportives et culturelles, nos participations syndicales, sociales, associatives, notre qualité de relation avec nos familles, avec notre entourage. Bref, que la dignité des gens ne soit plus résumée à l'argent. Ouais. C'est ça la société qu'il faut faire. Et deuxièmement, que l'État fasse mieux qu'il ne fait son métier pour contrôler et mettre des bornes au marché de manière à ce qu'on se débarrasse et du chômage et d'un excès d'inégalité sociale tragique. Donc ce soir, qu'est-ce que vous êtes venu nous dire, puisque l'émission s'appelle « Je suis venu vous dire ». La barbarie menace, on le voit en Bosnie, on le voit dans certaines banlieues. Une société mieux consciente d'elle-même, qui remet l'État à sa place, mais lui donne la mission de le réguler, vers plus d'épanouissement est possible. Et il faut prendre cette construction-là sur les bases, sur la base de cette tradition de justice et d'équité sociale qui est celle des sociodémocrates. Alors je vais quitter le combattant de l'espoir que vous êtes. Et puis je vous remercie d'avoir accepté cette émission. Mais merci à vous. Alors à très bientôt, et puis vous aurez peut-être d'autres choses à nous dire, hein. Nous retrouvons maintenant un drôle de phénomène, le chanteur de rock François Hadji Lazaro du groupe Les